licence et le brevet révèle aux autres ce qu'on a découvert, et en ne le déposant pas, on a toujours une longueur d'avance. Donc on est dans un monde complètement mobile et dynamique. Et comme le disait un petit peu le professeur Bouvier, on est dans un monde, et ça a été dit, je crois, par le président de la République à l'OCDE, on est dans un monde qui n'est pas du tout paisible politiquement, et qui ne devient pas paisible. On est dans un monde où les tensions s'aggravent et les violences s'aggravent. Et ça, c'est très important aussi. Hein, on doit pouvoir, on doit l'intégrer. Enfin, un dernier point, c'est les États ont un drôle de rôle, parce que à la fois, ils doivent coopérer, ils sont obligés de coopérer dans la poursuite de la fraude, et ils sont aussi obligés de coopérer dans ce que nous étudions aujourd'hui, la création de nouveaux concepts, puisqu'on a besoin de concepts communs. Mais de l'autre côté, ils sont en concurrence. Hein, ils sont en concurrence par l'attraction, puisqu'une grande partie des trous que le BEPS essayait de boucher, ce sont des mesures nationales particulières d'attraction, etc. Donc les États jouent ce double rôle. Ça a été dit plusieurs fois. Voilà ce que je voulais dire un petit peu comme introduction. Alors sur la première table ronde, c'était très intéressant parce qu'il y a un historique. Ah mais non, excusez-moi, je vais trop vite. Madame Cariou est venue, vice-présidente de la Commission des finances, est venue nous présenter des points qui étaient très, très importants. Elle a parlé de l'érosion des bases fiscales, et là, elle a parlé de l'opinion publique. Donc on voit très bien que pour les politiques, c'est là que ça se passe. Mais elle nous a annoncé la fin de la torpeur européenne, et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Parce que je ne suis pas sûr que l'AXIS et les deux projets de directive sur le numérique soient une sortie de torpeur, parce que ça vient directement de l'intelligence extraite de la Commission. Et est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est... Mais enfin, je l'accepte comme une bonne nouvelle. Comme je suis optimiste, je prends toutes les bonnes nouvelles. Les choix fiscaux du groupe auquel elle appartient, du groupe politique, c'était d'abord de baisser les taux de l'IS, et puis ensuite... on réformera l'assiette, en particulier l'assiette limitée, la fraude, etc. Donc c'est leur choix, c'est ça. Sur les paradis fiscaux, elle a montré qu'elle était insatisfaite de la façon dont c'était traité aujourd'hui, qui mène à des listes très courtes. Et donc elle a dit qu'il fallait peut-être revenir un petit peu sur ces définitions. Elle a parlé d'État tunnel, je trouve que c'est important, je ne sais pas l'expression, en Europe, qu'il faut que finalement les Européens, dans l'Union européenne, il y a des États qui ne jouent pas le jeu, donc ça veut dire qu'il y a une division même au sein de l'Union européenne, et que ça met l'Europe en danger. Elle a parlé de son programme législatif, je vais le passer peut-être un peu plus rapidement. Le professeur Bouvier donc, a fait une présentation. Il y avait, et dans la présentation du professeur Bouvier, il y avait la partie historique, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, mais très vite, mais surtout une sorte de pessimisme en disant ce qui est menacé, c'est tout. C'est la relation entre les États, dans les nouveaux modèles économiques, il y a une nouvelle définition de la valeur, et ça menace beaucoup plus que les recettes fiscales, et comme vous l'avez répété, c'est tout le monde, c'est tout un monde qui est en balance. Donc sur la première table ronde, il y a deux choses. Il y avait l'historique. Et donc l'historique, c'est important parce que c'est une base. On peut toujours dire que c'est le poids du passé. Moi, je pense au contraire, c'est un socle sur lequel il faut bâtir. Bien sûr, c'est démodé, c'est dépassé, mais il y a eu tellement de réflexions dessus depuis ce temps-là. Et deuxièmement, comme l'a fait remarquer tout à l'heure le professeur Bouvier, nous sommes dans un monde qui est troublé comme dans les années 20, puisque dans les années 20, on sortait de la guerre de 14 avec les ruines et tous les emprunts de guerre qui ne valaient plus rien. Il y avait des troubles et on commençait à voir, dans certains pays, la montée de régimes violents. Et est-ce qu'on n'est pas dans un cas pareil? Donc, le fait que des gens se soient assis et se soient dit il faut qu'on réfléchisse à fond là-dessus, je pense que c'est une chose qu'il faut faire aujourd'hui, et nous sommes dans un monde comparable à cela. Sur le droit, pour moi, le droit, c'est un pilier de toutes les constructions qu'on peut faire. Ce n'est pas seulement des concepts, derrière, il y a le droit, et ça nous a bien été montré par Martin Collet.
et aussi par l'historique d'Alexandre Dumont. Ce qui est intéressant aussi, c'est la production de la norme. Je me suis permis de faire un petit ajout, mais l'intrusion de la soft law, du droit souple dans le nouveau système, et c'est essentiel. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Hein. Et on mettra du temps, et on ne pourra pas, dans les pays, arriver à faire... C'est du droit positif, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais en tout cas, ce n'est pas du droit écrit. Hein, et donc, c'est essentiel. Donc je vais peut-être passer un petit peu vite là-dessus. Ce qui est intéressant, alors l'exposé du professeur Monnier a bien posé, et là il l'a fait pour tout le monde, a bien posé la nouvelle structure du numérique avec des deux caractéristiques. La spécialisation institutionnelle du prélèvement, ça c'est les caractéristiques du système actuel, mais ce qui est important, c'est de dire qu'on est en retard, les règles de territorialité sont en retard sur l'évolution de ce qui est en train de passer. Nous avons une expansion du capitalisme, nous avons des stratégies des multinationales, tout ceci est en train de se dérouler, et c'est là qu'on voit que toutes les analyses qui ont été faites sont démodées. Donc, trois éléments qu'il a donnés: transformation du travail, on a vu, rôle du capital immatériel et l'entrée du numérique. Je ne développe pas ça, vous l'avez entendu, mais je pense que c'est un tableau brossé très important de la situation actuelle du monde. Peut-être sur la deuxième table, ce qui est intéressant, c'est que le changement, pour moi, par rapport au passé, il faut revoir les règles, mais le changement permanent, comme j'ai dit au début, ça veut dire qu'il faut trouver des souplesses dans les règles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que M. Ossa a parlé de la territorialité, et nous découvrons que nous pensions qu'il y avait un territoire, et il nous donne un empilement des différentes définitions du territoire, et ce qui explique pourquoi finalement la territorialité de l'impôt est difficile à fixer, et donc ça explique la problématique aujourd'hui. Ce qui est intéressant, il est parlé de trois rivalités. La rivalité entre les intérêts nationaux et les intérêts internationaux dans chaque pays, dans chaque État. Donc une logique nationale, politique d'attraction, logique internationale, au contraire, on cherche une justice et on lutte contre l'attraction des autres. Et puis, les pays ne se valent pas, les pays sont différents, et donc ils n'ont pas les mêmes outils d'attraction. Et puis, il y a une sorte de connivence entre les États et les multinationales, puisqu'elles se sont adaptées à la politique de chaque État. Et donc, je regarde son résumé. Il n'y a pas de modèle de gouvernance internationale. La communauté internationale est hétérogène, c'est une chose qu'il faut effectivement... les acteurs transétatiques concurrencent les États, donc on a un différentiel de mobilité, et les États sont en même temps des acteurs économiques. Je vais aller un peu plus vite parce que finalement je suis... c'est assez difficile à résumer, je n'ai pas eu le temps de préparer. La définition du numérique par M. Robert, en tout cas l'état des travaux du numérique sont je ne le referai pas, parce que ça a été repris aussi par Mme Bertrand. On voit où ils en sont. Je trouve que cet l'apport du rapport intérimaire, l'apport, il est double. Premièrement, ils ont enfin défini un certain nombre de concepts qui fait que si les gens ne sont pas d'accord, ils savent au moins sur quoi ils ne sont pas d'accord, et sur quoi ils pourront un jour se mettre d'accord. Et deuxièmement, il y a quand même un vrai consensus, c'est de dire il faut une seule règle pour tout. D'abord, ne pas séparer les sociétés numériques du reste du numérique qui a envahi toute l'économie. Et aussi, il faut trouver une solution commune qui est bonne pour tout le monde. Donc au moins, malgré leurs désaccords, tous les États des trois groupes disent qu'il faut quand même trouver une solution.
Donc j'irai plus vite. Là, on a vu que M. Lieb nous a parlé de la réforme fiscale américaine. Effectivement, il y a un changement. J'ai aimé la façon dont ils disent, premièrement, il y a une reterritorialisation, et deuxièmement, il y a une déterritorialisation, puisque une des mesures, c'est carrément un 209B généralisé, avec un calcul d'assiette qui est particulier, puisqu'on enlève 10% des corporels. Mais finalement, l'État américain se sent capable de taxer absolument toutes les filiales sur certaines choses. Donc là, on a enlevé complètement la notion de territoire. Donc à la fois, il y a une sorte de repli, et à la fois, on gomme complètement les territoires. Alors, Monsieur Bacci et Madame Musan, alors, ce sont d'abord intéressant, parce que ça ne parlait pas de technique, mais de dire c'est pas pour nous entreprises, c'est pas comme ça que ça se passe. Il a appuyé sur le fait que le monde était sauvage. Il est sauvage entre les entreprises, comme nous avons dit qu'ils étaient sauvages entre les États. Les entreprises sont légalistes, et le problème, le premier problème pour Bernard Bacci, c'était de dire finalement c'est autre part que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent pas, qui ne payent pas ce qu'ils devraient payer, et ça fait un déséquilibre, et la fiscalité vient après. Et puis l'interrogation du directeur fiscal devant le chaos qui est créé aujourd'hui. Je pense que Karine Ozan a dit à peu près la même chose. Le directeur fiscal est aussi devant le chaos et l'incertitude, mais en plus il a une incertitude intérieure, c'est que les opérationnels se fichent complètement de ça. C'est-à-dire que le directeur fiscal est dans un monde complètement artificiel par rapport au reste de l'entreprise qui elle, a des raisonnements, des classifications, des comptabilités, des calculs de rentabilité qui sont complètement différents. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle espère, dans les travaux européens, dit l'Axis c'est bien, si on arrive à résoudre le problème des clés, et si on ne répartit pas finalement ni l'assiette ni l'impôt, mais qu'on le garde au niveau européen. Et c'est là que Pascal Saint-Amand a dit qu'il faudrait que l'Europe puisse se réveiller. Ensuite, Madame Bouvier parlait de l'Axis, donc on voit bien. Ce qui est intéressant dans l'Axis, c'est que finalement, à l'origine, c'est un rapport de 2005 de la Commission européenne sur l'avenir de l'impôt sur les sociétés. Et c'était une façon de contourner les difficultés des prix de transfert. Et puis maintenant qu'ils nous ont refait la troisième version, maintenant c'est anti-fraude. Parce que c'est ça qui est marketing. Hein, j'espère que, dans quelques années, ils trouveront autre chose. Ensuite, Maître Bertrand a parlé de l'établissement stable. J'en parlerai un petit peu parce que je trouve que c'est un des éléments qui est le plus important. Monsieur le député Labaronne a repris, alors d'une façon beaucoup plus politique, ce qu'il voulait faire, et qui vient un petit peu répéter ce qu'a dit Madame Cariou. Le président Pierre Colin a repris cette analyse dans des discussions que nous avions eues. C'est-à-dire le Conseil d'État a du mal à appréhender le changement puisqu'il voit les affaires 10 ans après qu'elles soient arrivées, mais il nous a apporté à nouveau, comme on parlait du pilier juridique, il nous a apporté des précisions pour savoir comment ça marchait sur les règles d'assiette, mais sur la situation, on n'a pas grand-chose. Je passerai sur le témoignage de M. English. Si donc il dit que j'ai noté sa conclusion, c'est donner la préférence à l'OCDE sur l'Union européenne pour des raisons que je trouve bonnes, la boîte de Pandore, l'attaque finalement supposée sur les entreprises américaines, etc. Donc je prépare une petite synthèse, mais je crois que c'est un petit peu...
je trouve que quand même, on doit rechercher des règles nouvelles aujourd'hui, des concepts nouveaux. Et un point qui était un peu en filigrane, mais qui n'a pas été développé, c'est de dire qu'il faut séparer complètement la création des concepts nouveaux de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Ce sont deux choses complètement différentes. Non seulement c'est différent, mais les méthodes sont différentes. Parce que la lutte contre la fraude fiscale, c'est un peu ce qu'a fait le BEPS jusqu'à présent, contre l'optimisation agressive. Le BEPS qu'on a aujourd'hui, de 2015, c'est ça. Et c'est les gendarmes contre les voleurs, c'est le moralisme. Alors que nous avons besoin d'une politique fiscale, d'une recherche fiscale. Et il faut gérer la pression de l'opinion publique. Donc je m'arrête. Oui, je m'arrête. Permettez-moi de remercier au nom de tous très chaleureusement Philippe Dirga. Je ne vais pas vous retenir très